Attention, cette vidéo est une vulgarisation. Tout concept abordé est réduit à l'essentiel pour plus de clarté et peut donc être approfondi. Le Bitmoji présenté n'est pas Dieu et ne détient pas la vérité absolue, malgré son objectivité aiguisée. Il ne pourra donc être tenu pour responsable d'un manque de réflexion ou d'une mauvaise interprétation à l'issue de cette vidéo. Hello les cocos, la pêche? Est-ce que tu t'aimes? Et si tu as répondu oui, est-ce que tu as eu l'impression d'être arrogant? Peu importe la réponse, je te répondrai que tu n'as pas à t'en faire, il vaut mieux que tu t'aimes sans réfléchir. Mais pourquoi a-t-on l'impression d'être narcissique en répondant cela? Parce qu'il y a des manières de s'aimer qui peuvent avoir une connotation plus ou moins saine. Et ça va avoir énormément d'impact sur nos relations au quotidien. Le terme narcissique remonte à la mythologie grecque, avec l'histoire de Narcisse. Je n'avais jamais vu autant d'amour depuis que Narcisse s'était découvert lui-même. Après avoir découvert son reflet dans l'eau, il se mit à s'admirer constamment et à se désirer lui-même. Cependant, il meurt de solitude car tout l'amour qu'il donnait ne lui revenait jamais. Petite parenthèse, je vais beaucoup parler d'amour dans cette vidéo et je tiens à clarifier le sens du mot. N'y vois pas la définition de l'amour avec un grand A, je parle simplement de l'essence même du mot, qui qualifie tout ce qui est agréable, le sentiment d'affection et d'attachement d'une manière générale. Ça peut donc être envers des gens, comme ta famille, tes amis, ton conjoint, ton chat, ou même envers des choses impersonnelles, comme ton travail, la nature ou alors ta passion. S'aimer est quelque chose de normal, et encore heureux, parce que l'amour est un cercle vertueux. En général, quand tu t'aimes, tu parviens plus facilement à donner de l'amour aux autres, et par conséquent tu en recevras plus, c'est quelque chose de cyclique. C'est de cet aspect de dépendance dont je vais parler, et c'est exactement la même chose pour la confiance, mais aussi la haine. Revenons donc à notre cher Narcisse, qui était quelqu'un d'égocentrique, ce qu'il faudra distinguer de l'estime de soi. Dans les deux cas, il y a une manière de s'aimer plus ou moins saine, et attention, la frontière est très fine. Par définition, l'égocentrique s'aime à travers le regard des autres, donc n'aime véritablement ni les autres ni lui-même. Il est envieux, cherche à dominer et ne va aider personne s'il n'obtient rien en retour. L'attention doit être focalisée sur lui, parce que sans ses regards, il ne parvient pas à s'aimer. L'altruiste, au contraire, donc pas eux, pour les fans de GTA, pas d'amalgame. Donc l'altruiste s'estime et donc s'aime tel qu'il est. Il coopère avec les autres pour les aider à s'élever aussi, même s'ils sont meilleurs que lui, et comme il parvient à s'aimer seul, il ne voit pas d'inconvénient à partager, à donner ou à transmettre. En gros, l'égocentrique ne pense qu'à lui, pendant que l'altruiste pense à lui et aux autres. Et je te vois venir à essayer de te trouver une case ou savoir lequel est le mieux, et j'aurais tendance à dire forcément l'altruisme, mais on a forcément dans ce monde aujourd'hui besoin d'un petit peu d'ego des fois, et tout est une question de dosage et d'équilibre, on le verra plus tard. Ça c'est pour la théorie. Maintenant qu'on comprend ce qui se passe dans la tête de chacun, trouvons des exemples plus concrets qui vont t'aider à voir l'impact que ça peut avoir sur l'entourage et tu remarqueras vite que qui se ressemble s'assemble. La mine d'or pour analyser des égocentriques, c'est bien entendu la télé-réalité et je dis pas ça pour juger, mais ce sont simplement des faits et tu vas comprendre pourquoi. La plus édifiante de toutes les émissions, c'est la Villa des cœurs brisés, bien entendu tu peux trouver des exemples dans l'autre, mais celle-ci est un super exemple parce qu'il y a la coach et qu'il y a un travail de développement personnel qui est fait. Et tu remarqueras justement que tous les participants brisent la glace avec la coach, et dans leur allure apparemment si fière et si confiante au premier abord, ils se mettent tous à pleurer littéralement dans le simple fait d'évoquer leur passé et leurs blessures, parce que ce sont des choses qu'ils refoulent derrière leur ego par peur de souffrir. Et c'est une réaction totalement humaine, c'est une réaction protectrice, c'est quelque chose de très courant. Et ça démontre qu'il y a plein de problèmes irrésolus qui créent des insécurités et donc des mécanismes de défense pour se protéger des autres. Tu remarques pas aussi ce besoin maladif d'avoir de l'attention et de chercher constamment un partenaire? Si! Et d'ailleurs toutes ces choses réunies, c'est ce qui donne toutes ces embrouilles qui n'ont ni queue ni tête parce que chacun veut toujours défendre ses intérêts. Et on peut me dire que Ouais, c'est la télé, ils sont pas comme ça en vrai et tout. Mais crois-moi, si tu mettais que des altruistes dans une villa du même genre, déjà je pense que l'émission ferait un gros flop parce qu'il y aurait 3 fois moins d'embrouilles. Je pense même pas que ça existerait parce que si l'émission a autant de succès, c'est justement grâce à ces embrouilles-là. Et ça rassure aussi le spectateur dans sa manière d'agir au jour le jour. La preuve, quand on compare avec les premières télé-réalités qui ont vu le jour, il y avait autant d'égocentriques que d'altruistes. Donc les embrouilles étaient tout de même présentes, mais les sources étaient différentes. Et d'ailleurs les motivations des candidats n'étaient pas non plus les mêmes. Parce qu'aujourd'hui les profils de participants sont tous identiques, il n'y a quasiment que des égocentriques, et c'est ce qui fait que ça marche autant. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fous un altruiste dans un groupe d'égocentriques? C'est l'incompréhension totale des deux côtés parce que ce n'est pas le même mode de pensée. Et devine à ce moment-là qui montre le plus l'écro. Je vais te donner un bel exemple avec un clash entre Adrien et Tristan dans Les Anges 10. Donc la source de l'embrouille, c'est que Adrien, le grand costaud, avait un rendez-vous dans une agence de mannequinat et Tristan, donc le petit brun, l'a accompagné. L'agent a demandé à Tristan si lui aussi était mannequin, ce à quoi il a répondu oui. Elle lui a donc proposé une opportunité également, ce qu'il a naturellement accepté. Il y a quelque chose qui me déçoit vraiment venant de la part d'AD, c'est le fait qu'il pense que j'ai voulu prendre sa place entre guillemets, alors que
il n'y a pas de question de meilleur, de prendre ta place ou quoi. Personnellement, j'y vois vraiment pas de problème. Après, apparemment, je suis le seul à avoir ce mindset-là. Mais y a pas de souci, vous pouvez penser ce que vous voulez. L'égocentrique, d'une manière générale, veut tout recevoir et va donc voir des affronts ou du manque de respect dans ce genre de situation, quand l'altruiste, lui, bien dans ses baskets, ne verra pas d'inconvénients à partager. Mais j'ai une question, mais t'avais tes boucs avec toi? J'avais juste une composite corrective. C'est un truc que tu Ah, donnes. mais donc t'es quand même allé dans Parce que l'esprit c'est de- normal, c'est normal. Je suis énervé. Quand je vois ça, je m'emporte. T'as pas à faire ça, mon pote. C'est comme ça, c'est le gros manque de respect. Toi, tu arrives vraiment, tu fais tes projets pro, Alors dégages tes imagine, trucs, c'est et toi, son tu arrives, tu rendez-vous et prends. la meuf elle te dit bah en fait je te veux à toi. Mais non, mais moi, tu vois, ça pour moi c'est une mentalité de français pur. Voilà, c'est vraiment une mentalité. Non, mais c'est pas ça, c'est que tu peux le faire, La mais question à c'est part, que là on est mais dans pas les pendant anges, mon on n'est truc. pas aux États-Unis en Pas fait. pendant- Bon, techniquement, elle a pas tort, Les Anges, c'est une émission française, mais ils sont tout de même à Los Angeles et font du business avec les Américains. Enfin, pas grave. mon truc, tu vois. Ça va pas ou quoi? Moi je trouve que c'est un manque de respect. Et le fait qu'Adrien pousse un coup de gueule, je trouve qu'il a raison. Le fait que Sarah prenne la défense de Tristan, je suis pas du tout d'accord. Tristan, il a juste une attitude de winner. C'est comme ça aux États-Unis et c'est comme ça qu'il va y arriver. Après quand t'as une directrice d'agence qui te demande qu'est-ce que tu fais. Arrête, Sarah, je peux pas. Le rendez-vous. Parler, s'il te plaît, t'arrêtes de non, m'interrompre à non, chaque parce fois. que tu le défends, Mais c'est non, pas bah oui, défendre. je le défends. Je le Non. défends parce que c'est une mentalité de français. Mais arrête de dire cette Je suis mentalité désolée. française, ça a rien à voir. Je suis désolée. T'as une directrice d'agence qui vient te demander qu'est-ce que tu fais, Mais on bah tu est dans les réponds. anges, là. Mais ils ont même pas le même profil. Mais regarde-le, ils ont pas le même profil. Mais c'est débile. Mais ça va pas bien, Mais non? c'est débile. Mais vous êtes. Et là encore, on voit bien que Sarah, donc celle qui a le bandana rouge, qui est la deuxième altruiste de la maison, se fait également dénigrer malgré des propos plutôt sensés. Si le profil n'est pas le même, tu n'es pas en compétition, donc il n'y a pas de source de conflit à avoir. Maintenant, si on cherche la mine d'or pour analyser des altruistes, ce sera les mangas ou les héros de nombreux films, parce qu'il y a souvent des caricatures de personnages entiers et un peu naïfs, comme Son Goku, Luffy ou Naruto. Et quand on y pense, ils ont énormément de points communs. Leur naturel, dû à une estime inébranlable d'eux-mêmes qui leur permet de ne jamais se préoccuper de la vie d'autrui et de foncer instinctivement, cette foi totale dans tout, dans la bonté des autres, ces ondes positives constantes et cette confiance qu'ils transmettent. Des fois c'est vrai que ça leur retombe dessus, mais c'est ce qui les rend si attachants, et surtout c'est le catalyseur de toutes leurs histoires, de leurs amitiés et de leur bonheur au final. C'est grâce à cela qu'ils parviennent à rallier des méchants à leur cause et à les faire passer du côté des gentils, et même si dans la forme, avec toute cette castagne et tout ce côté badass plein de testostérone qui est très présent, dans le fond, ce sont des lovers, ce sont des amoureux de la vie, de tout ce qui la constitue. Il y a plein de valeurs là-dedans, entre le partage, le dépassement de soi, la famille, le respect, la passion. Quand tu atteins le stade de Super Saiyan ou que tu réveilles Kyuubi grâce à la colère parce qu'on a touché un être cher, dans le fond tout ça c'est quoi? C'est de l'amour bien sûr. Si Sangoku était égocentrique, l'histoire aurait duré un épisode, donc c'est justement l'amour qui est la source du succès de ces animés. Avant de conclure, je vais donner l'un des meilleurs exemples d'altruisme pour moi qui est Forrest Gump. C'est vraiment extrême parce que c'est un film, mais il y a un point intéressant à soulever. Forrest a un retard mental et ne pense donc pas par lui-même. Il peut constater, il peut s'interroger, mais ne pose pas d'avis et ne remet d'ailleurs que très rarement en question ce qu'on lui dit. Il peut donc être facilement influençable et dépendant d'autrui. Mais il ne l'est pas parce que sa mère, en excellente altruiste, l'a tout simplement formaté depuis tout petit pour lui donner la meilleure base possible de l'estime de soi. Et instinctivement, il va l'écouter toute sa vie sans remettre en question ce qu'elle lui a appris et va développer un mode de vie d'altruiste sans le savoir. Il adoptera donc une attitude aimante et confiante au jour le jour qu'il va transmettre à qui le veut bien et sans attendre rien en retour. À court terme, on va observer que certains trouvent cela étouffant parce qu'il donne toujours trop, en excès, sans compter, mais il va continuer d'exécuter sans se soucier de quoi que ce soit. Et sur le long terme, on observe l'évolution, c'est que tout ce qu'il a donné à autrui lui revient toujours. Comme quoi l'amour est vraiment cyclique. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'avoir peur de souffrir et de se renfermer à cause de l'amour ou des émotions vis-à-vis de nos relations au quotidien, parce qu'on a besoin de nouer des liens avec les autres, et même si parfois ça fait souffrir, ça fait surtout du bien et dans les deux sens. Et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier quand on observe simplement l'impact qu'un sourire ou de l'affection peuvent avoir sur notre bien-être, et tout ça, ça s'appelle de l'interdépendance. En gros, c'est accepter que même si on peut s'accomplir et se débrouiller seul en tant qu'être humain, en tant qu'individu, on a toujours besoin des autres pour exister et se sentir bien. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est plutôt compliqué à mettre en place, il faut être réaliste, parce qu'à l'extérieur, le monde n'est pas rose. Que même si on a envie d'être aimant et ouvert aux autres, on peut avoir peur des réactions d'autrui, et surtout en fonction du pays et de la culture de notre environnement, on peut être plus influencé d'un côté ou d'un autre. Pendant que les Américains prônent l'égocentrisme à outrance, les Japonais, à l'inverse, sont beaucoup trop altruistes. On voit énormément à chaque fois les qualités et les avantages, mais ça crée aussi énormément de défauts. Il y a à prendre et à laisser des deux côtés. Mais le plus important dans tout cela, c'est d'en être conscient pour pouvoir trouver ton propre équilibre et de pouvoir l'appliquer à toi-même. La vie est courte et se priver d'aimer, peu importe qui ou quoi,
c'est passer à côté de tout, parce que l'amour, c'est comme notre sang, c'est vital. Donc si tu as aimé cette vidéo, voilà, c'est l'occasion de faire une première ouverture et de démontrer ton amour avec un petit pouce bleu et en t'abonnant. N'hésite pas à donner ton avis et à dire ce que tu aimes dans les commentaires. Allez, peace!